France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. L'Europe est suspendue aux lèvres du président américain qui souffle le chaud et le froid, parfois dans la même journée en matière économique, commerciale et diplomatique. Alors comment construire notre puissance européenne dans ce monde où les mauvaises et fausses nouvelles se multiplient? Nous allons tenter de prendre un peu de hauteur avec un philosophe, historien, écrivain néerlandais, Luc van Middelaar. Bonjour. Bonjour Caroline. Merci d'être avec nous en duplex depuis Bruxelles, une capitale européenne que vous connaissez bien, car ancien conseiller et plume du premier président du Conseil, passé par la Commission, enseignant aussi, on le disait, à la fois aux Pays-Bas, mais vous avez aussi enseigné en France au Collège de France avec cet ouvrage qui en est ressorti, Le réveil géopolitique de l'Europe en 2021, fondateur du think tank BIG, Brussels Institute for Geopolitics. Est-ce que l'Europe, dont vous souhaitez le réveil géopolitique, n'est pas plutôt chaos debout sous les coups de boutoir de l'expansionnisme russe et l'imprévisibilité américaine? Le moment de réveil il est vraiment venu maintenant, effectivement, avec une vraie guerre à l'Est et une guerre commerciale, au moins, si ce n'est pas pire, venue de l'Ouest et des États-Unis. Donc là, je crois que c'est vraiment un moment de vérité pour les Européens, qu'on se le rend compte, tant au niveau des dirigeants européens, que ce soit le président Macron et ses collègues, les ministres, etc., mais aussi, je pense, les opinions publiques. Vos auditeurs se rendent bien compte que le monde est en train de changer. Il faut changer d'habitude, il faut s'armer aussi, savoir mieux se défendre en tant qu'Européens. Et en plus, avec des risques, en effet, sur le plan économique. Donc, je crois que cette prise de conscience est large. Elle a, on peut dire, commencé déjà avec la guerre en Ukraine depuis 2022, depuis 3 ans maintenant. Mais on peut dire quand même qu'avec l'arrivée pour la seconde fois au pouvoir du président Trump, il y a des événements qui, en effet, comme vous dites, choquent les Européens, même si on avait bien écouté tout ce qu'il avait dit lors de la campagne, on ne devrait pas être si surpris que ça. Donald Trump, cette semaine, nous a déclaré la guerre commerciale et puis s'est rétracté. Une suspension des droits de douane pour 90 jours, décrétée finalement par le président américain. C'est la surprise. Donc, seule la Chine reste concernée par des taxes conséquentes à 125%, mais le reste du monde repasse à 10%. Qu'est-ce que vous comprenez de la valse hésitation de Trump? En fait, il y a peut-être 2 idées dans la tête du président américain. D'une part, il veut avoir les droits de douane, les tarifs pour une réindustrialisation des États-Unis. Donc, c'est vraiment un but pour qu'il y ait la production qui rentre au pays. Mais là, il se rend compte que les frais, les coûts sont trop élevés par rapport à ça. Donc, je pense que c'est vraiment la réaction des marchés qui a forcé, après 7 jours où il est resté cool, malgré de ce qu'on appelle quasi le bain de sang dans les bourses mondiales. Après 7 jours, il y a eu cette volte-face, en effet. Et là, aujourd'hui, on ne sait plus très bien si ces tarifs, c'est uniquement ces droits de douane, c'est pour négocier des meilleurs accords avec les partenaires commerciaux des États-Unis, dont l'Europe, ou si ça reste toujours un objectif à long terme. Ce qui me paraît intéressant et pertinent, c'est que le seul rival qui reste dans ce contexte-là, c'est la Chine. Et donc, on voit quand même une intensification de la guerre commerciale avec la Chine et un apaisement avec tous les autres. L'émergence de la Chine comme rival stratégique et qui risque de prendre la première place dans le monde, que ce soit au niveau économique ou stratégique et militaire, etc. Ça, c'est la vraie obsession des Américains. Et Trump, il en a pris conscience très tôt.
Et tout ce qu'il est en train de faire avec aussi cette guerre commerciale, mais aussi avec nous, les Européens, sur le plan de la défense et avec la Russie, etc., c'est un effort de sa part, avec sa vision très radicale, de repositionner les États-Unis pour cette rivalité stratégique avec la Chine. Avec la Chine. Alors, et pour ça, ils sont prêts à tout détruire, même l'ordre mondial qu'ils ont construit. On peut même dire, si vous permettez, Caroline, après 1945. Donc, Trump, il met terme à une période de 80 ans où les États-Unis nous ont protégés en Europe. On peut dire depuis le débarquement en Normandie, en France, en 1944, les États-Unis et l'armée américaine a toujours été présente en Europe. Alors, est-ce que les Européens, finalement, qui ont suspendu leur réponse, ils avaient préparé des représailles avec des taxes un peu plus faibles de 25%. D'un certain point de vue, on pourrait même dire, heureusement que c'est géré par la Commission européenne, parce qu'ils sont très, très unis sur ce dossier commercial, les 27. Oui, c'est toujours le dossier le plus facile, où il y a le défi pour rester unis, elle est plus abordable. Parce qu'en effet, pour les affaires commerciales, la Commission européenne a beaucoup de pouvoir. C'est elle seule qui représente l'Europe dans les négociations commerciales, bien sûr en accord avec les ministres, etc. Mais donc, pour traiter ce sujet de la guerre commerciale, l'Europe, là, pour une fois, parle d'une seule voix, qui est la voix de la Commission européenne. Et Trump, il le sait, mais il ne l'aime pas. Parce que ce que lui, il préfère, comme d'autres rivaux de l'Europe, c'est bien sûr diviser pour mieux régner. Donc, c'est-à-dire essayer d'avoir des accords bilatéraux, comme on dit, avec tel ou tel pays, avec la France, l'Allemagne, l'Italie, les autres, et pour qu'en face de lui, il ne trouve pas un bloc ferme et uni, mais des partenaires beaucoup plus petits que les États-Unis et donc beaucoup plus facilement dominés par les États-Unis. En matière de défense, parlons justement de cette stratégie de défense. Donald Trump, qui n'a pas mis fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie en 24 heures, comme il l'avait promis, négocie avec les Russes en attendant, sans les Européens. Ils ne sont pas dans la boucle. Est-ce qu'on va réussir, Luc Van Middelaar, à rentrer dans le jeu un jour ? Il faut bien l'espérer, parce que ce qui est en jeu dans ces négociations en Arabie Saoudite entre Américains et Russes, c'est bien l'avenir du continent européen, de l'ordre de sécurité sur notre continent. Bien sûr, il s'agit de l'Ukraine qui est concernée premier, étant donné l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine, mais plus largement, il y va de l'architecture de sécurité du continent européen. Donc c'est un peu humiliant, on doit l'admettre, que les Européens ne soient pas présents lors de ces négociations. Mais pour Trump, comme pour Poutine, il préfère traiter de superpuissance ou de grande puissance à grande puissance, voire d'homme à homme. Et donc, il est important que les Européens s'organisent. Le président français Emmanuel Macron a pris d'importantes initiatives depuis ce moment de rapprochement soudain américano-russe, un rapprochement qui nous a pris de court les Européens, parce que tout à coup, en effet, les États-Unis prennent le parti de la Russie de Poutine, contre l'Ukraine, que nous, en tant qu'Européens, depuis 3 ans, essayons d'aider à se défendre. Et donc, le président Macron, il a organisé plusieurs sommets, d'ailleurs aussi son homologue, est-ce qu'on est en train, Premier ministre britannique aussi. Est-ce qu'à l'occasion de ces sommets, on est en train d'avancer sur une vraie défense européenne? Parce que justement, on voit bien que c'est plus dans le cadre d'ailleurs de l'UE à 27. Il y a toujours la Hongrie qui d'ailleurs s'oppose à toute aide très directe et très immédiate à l'Ukraine. Est-ce que vous voyez se structurer une Europe de la défense, ou c'est encore finalement un peu un vœu pieux et puis c'est en ordre un peu dispersé, avec plusieurs cercles? Je crois qu'il faut distinguer 2 sujets. Le sujet financement de la défense, comment est-ce qu'on trouve les moyens financiers pour acheter nous-mêmes des armes, de produire, et aussi de livrer aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. Et là, il y a un vrai effort, vraiment au niveau aussi de l'UE, à 27, parfois à 26, comme vous dites, mais c'est bien
orchestré par les institutions européennes. Il y a maintenant un plan à hauteur en fait, de 800 milliards d'euros sur une période bien sûr plus longue, mais d'investissements supplémentaires dans la défense. Donc ça, c'est en route. Après, il y a des rencontres, des sommets en dehors de l'UE, parfois aussi en dehors de l'OTAN, où il s'agit d'avoir une coalition de pays qui sont prêts peut-être à mettre aussi des hommes et des femmes sur le terrain pour garantir éventuellement cessez-le-feu qui aura lieu. Donc là, on parle vraiment d'une action militaire. Et ça, évidemment, ce n'est pas l'UE qui s'en occupe, parce que ce n'est pas une affaire de Bruxelles, entre guillemets. C'est des pays, des puissances comme la France, le Royaume-Uni, d'autres partenaires européens et même de l'OTAN, parce que le Canada est intéressé aussi par ce genre d'action. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi, les Canadiens, ils sont très inquiets de ce qui se passe pour eux tout près aux États-Unis. Et donc là, sur les deux plans, il y a quand même le plan financement et le plan action militaire, il y a quand même une vraie volonté politique, mais aussi qui se traduit d'ores et déjà dans des décisions concrètes pour l'industrie de la défense européenne, etc., et aussi pour assouplir les règles budgétaires. Ça, c'est un point très important aussi qui est venu de l'Allemagne. Luc van Middelaar, c'est venu de l'Allemagne, mais de votre pays, les Pays-Bas restent un pays rigoriste, orthodoxe budgétairement. Votre Premier ministre a été ébranlé par un vote négatif de son Parlement contre le plan de la Commission pour réarmer l'Europe, justement. Et on parle justement pas du tout, comme en France, de passer à un grand emprunt pour mieux financer la défense européenne. Est-ce que les Pays-Bas ne sont pas devenus les empêcheurs de construire la souveraineté militaire européenne ? Les Pays-Bas, il est vrai qu'ils ne sont pas toujours le partenaire le plus constructif dans ce sujet, mais là aussi, il faut distinguer le financement et l'action militaire. Les Pays-Bas, ils sont très actifs aussi dans le soutien à l'Ukraine, où ils ont donné beaucoup d'argent, comme des pays scandinaves aussi. Donc là, ils sont aux avant-postes. Et je pense qu'il y a eu ce moment où le Premier ministre n'a pas tout de suite obtenu le feu vert pour le soutien néerlandais à ce plan de réarmement, mais il a obtenu par la suite. Donc c'est venu quand même assez rapidement après. Les Pays-Bas ne seront jamais des grands fans des emprunts collectifs, mais une fois que l'Allemagne change de position, le grand voisin des Pays-Bas comme de la France, je pense que les Pays-Bas vont, d'une façon ou d'une autre, suivre le mouvement d'ensemble. Ils sont en train de changer de position avec l'accord de coalition obtenu par Friedrich Merz, le conservateur, le chrétien-démocrate, avec les sociaux-démocrates, qui a d'ailleurs débloqué 500 milliards d'euros pour investir dans les infrastructures vieillissantes et qui a l'intention d'investir massivement dans la défense. C'est un changement de logiciel total, non ? Un changement total de logiciel en Allemagne même, qui a débloqué la situation pour les investissements, comme vous dites, pour les transports, mais aussi pour la défense, où il y aura une somme de la même ampleur, ou voire plus, donc encore 500 milliards d'investissements dans la défense en Allemagne, mais qui permet aussi, au niveau européen, de complètement, en fait, réécrire les règles budgétaires pour permettre l'investissement dans la défense. C'est quelque chose que les Allemands avaient encore bloqué lors de la crise euro, lors de la pandémie, etc., où il y avait aussi un besoin réel et vital d'avoir cet emprunt commun. Là, aujourd'hui, face à la guerre et face au double choc de Poutine et de Trump qui nous tombe dessus, le nouveau chancelier Friedrich Merz, en fait, il saisit l'occasion pour changer de ligne. Et c'est peut-être au niveau européen l'une des décisions les plus importantes qui ont été prises cette année. Ça change vraiment la donne. Et il ne faut pas sous-estimer l'effet que ça peut avoir aussi plus largement sur l'industrie allemande et donc européenne, étant donné l'imbrication des chaînes de valeur, etc. Parce que de l'argent qui est investi en Allemagne, ça a aussi un effet sur tous les voisins
y compris la France. Alors, la France est un pays que vous connaissez bien, justement. Le tribunal de Paris a reconnu 9 anciens députés européens coupables de détournement de fonds publics, préjudice de 2,9 millions d'euros pendant 11 ans au Parlement européen, sans oublier, au titre de la complicité, 1,2 million. Marine Le Pen condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes avec bracelet et une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Est-ce que la polémique vous surprend ? La polémique ne surprend pas. Je veux dire, il est normal que les juges agissent de façon à faire respecter les règles, l'état de droit, y compris par rapport à des élus, qu'ils soient élus au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale ou au niveau local ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'il est pas toujours opportun de dire que s'il y a un élu qui est mis en cause, que c'est une attaque à la démocratie. Il ne faut pas confondre les choses. Les élus, les premiers, doivent respecter et agir selon les règles, les lois qui ont été agréées démocratiquement, encore une fois, que ce soit au niveau européen ou en France. Justement, est-ce que nous sommes suffisamment protégés contre et suffisamment transparentes ces institutions européennes ? On peut toujours faire mieux. Je pense que c'est le but. Aussi, au Parlement européen, il est important qu'ils prennent ça plus au sérieux parce que là, c'est vraiment une institution avec des députés directement élus, donc qui représentent les électeurs des 27 pays européens, et ils doivent eux-mêmes avoir les standards les plus élevés possibles, tout à fait. Merci à vous, Luc Van Mijdelaar, d'avoir été notre invité. Nous poursuivons sur l'idée de l'aide au développement. L'Union européenne va-t-elle se substituer aux Américains pour aider le monde ? C'est notre débat tout de suite au Parlement européen avec nos confrères de la chaîne parlementaire. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, où les eurodéputés n'en finissent plus d'être sidérés par les décisions de Donald Trump. Alors pas seulement sur le plan militaire, commercial, mais aussi en matière d'aide humanitaire. En effet, la nouvelle administration à Washington a brutalement coupé l'USAID, l'aide américaine au développement, qui s'élevait à 38 milliards d'euros par an, avec des conséquences dramatiques dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Près de 24 millions de personnes en situation de crise humanitaire risquent de ne plus avoir accès aux services de santé essentiels. Plus de 2600 établissements de santé qui gèrent 12 crises humanitaires ont déjà suspendu leurs services, au moins partiellement, ou vont le faire très bientôt. Dans de nombreux pays, la fin brutale du financement américain va entraîner un retour en arrière en matière de lutte contre les maladies, d'amélioration de la vaccination, de la santé maternelle et infantile et de la préparation aux situations d'urgence. Alors, on le rappelle, Alexandre, les Européens sont les premiers donateurs d'aide au développement. Ils financent en effet 43% de l'aide mondiale, avec un pic à plus de 90 milliards d'euros en 2022 pour l'ensemble des 27 États membres, dont 2 milliards du budget propre de l'Union européenne. Mais là encore, la tendance est largement à la baisse, car de nombreux pays comme la France ont décidé de coupes budgétaires drastiques dans l'aide humanitaire. L'Europe doit-elle remplacer les États-Unis dans la lutte contre la pauvreté? Nous allons poser tout de suite la question à nos 3 invités, 3 eurodéputés. Et on accueille Francisco Assis, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé portugais, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen. Vous êtes président de la délégation Afrique, Caraïbes et Pacifique. On accueille également un autre membre de cette délégation et de la délégation du développement ici au Parlement européen, Charles Goerens, bonjour. Vous êtes eurodéputé luxembourgeois et membre du groupe Renew Europe, ici au Parlement européen, c'est-à-dire au centre de l'hémicycle. Bonjour Julien Sanchez, vous êtes eurodéputé, membre du Rassemblement national en France et du groupe Les Patriotes pour l'Europe, ici au Parlement européen. Et vous dénoncez l'idée d'une hausse de l'aide européenne au développement face au retrait américain. Alors, Francisco Assis, parlons de cette suppression brutale de l'aide américaine. C'est un bouleversement mondial dans cette aide au développement, avec de graves conséquences humanitaire. L'Europe s'en est émue un peu, j'ai envie de dire, peut-être pas assez. Oui, bien sûr. Je veux saluer mes collègues
et vous. Je crois que c'est une décision vraiment dramatique avec des conséquences tragiques pour plusieurs régions du monde, en particulier pour les régions les plus pauvres du monde, comme c'est le cas de l'Afrique. Malheureusement, l'Europe, elle n'est pas en condition de combler absolument cette décision de suppression de l'aide américaine. Comme vous l'avez dit, nous sommes même confrontés à la situation d'une certaine baisse de l'effort pour l'aide au développement en plusieurs pays européens. Mais je crois que nous sommes devant une situation absolument exceptionnelle et devant une situation d'exception, nous devons avoir une responsabilité spéciale. Nous devons faire un effort additionnel, nous, l'Union européenne et nous, tous les pays européens, pour combler partiellement cette suppression de l'aide américaine parce que nous savons vraiment quelles seront les conséquences en ce qui concerne les soins de santé, la sécurité humanitaire, la mortalité infantile, etc. On va parler de la réponse européenne, mais d'abord une réaction à cette décision américaine, Julien Sanchez. Est-ce que vous, en tant que membre d'un parti souverainiste, le Rassemblement national, vous approuvez cette décision de Donald Trump et est-ce que l'Union européenne devrait faire pareil ? Alors, nous n'avons pas à approuver ou à ne pas approuver, je vais répondre à votre question, mais nous, ce qu'on met en avant, c'est d'abord les souverainetés. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas volé son élection, il a été élu, il est légitime, et donc il a le droit de prendre des décisions en matière budgétaire, en matière économique, en matière financière. Et donc, force est de constater qu'aujourd'hui, il a pris cette décision, on l'approuve ou on ne l'approuve pas. Chacun fera ses choix, mais en tout cas, cette décision s'impose. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, et que certains posent, c'est est-ce qu'on supplée l'absence des États-Unis ou est-ce qu'on ne supplée pas? Et au Patriotes pour l'Europe, nous disons qu'il ne faut pas suppléer. Pourquoi? On soutient déjà l'aide au développement et on le soutient, nous, en tant que Patriotes pour l'Europe, dans de nombreuses régions du monde et c'est normal, il faut le faire, on a une responsabilité aussi, mais nous considérons qu'il ne faut pas augmenter cette aide et que ça n'est pas à l'Europe de venir à la place des États-Unis parce que vous avez vu que Donald Trump est en train de couper beaucoup de choses. Si on commence à devoir suppléer toutes les dépenses que va couper Donald Trump, je crois qu'il y en aura beaucoup. Mais en même temps, Charles Goerens, vous diriez plutôt qu'il faut qu'on renforce notre aide et que précisément pour Donald Trump, ça va être terrible en termes d'image de passer pour le pas généreux de l'affaire? Alors écoutez, ça fait 50 ans que l'Europe promet d'arriver à 0,7% de dépenses en faveur d'aide publique au développement. De son PIB, hein, de son PIB de chacun des pays et de son PIB global. Exactement. On avait renouvelé la promesse à Addis Abeba en 2015. On ne l'a pas tenue. À peine cette promesse faite, 2 États se sont déjà rétractés, notamment la Finlande et les Pays-Bas. Donc la promesse des 0,7%, c'est l'Arlésienne. La promesse toujours faite et jamais réalisée. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est dramatique. On ne pourra pas combler tous les déficits créés par le vide américain, mais on va devoir se réorganiser. C'est nous qui sommes les premiers bailleurs de fonds de loin. On l'a été jusqu'à maintenant et maintenant on est les tout premiers. Tout le monde entier regarde sur nous. Quelles initiatives allons-nous prendre? Il y a 3 échéances qui sont devant nous. Le renouvellement de la capitalisation de l'organisation Gavi pour les vaccins. Deuxièmement, le fonds de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose. C'est dans les tout prochains mois qu'on va devoir annoncer notre contribution. Et troisièmement, la conférence de Séville sur le financement de l'Union de l'aide au développement pour les années 2030 à 2045. Il ne faut pas rater ces rendez-vous. Et moi, j'affiche un niveau d'ambition très élevé, ne fût-ce que pour contrecarrer tout le pessimisme et le manfoutisme qui existe ici au Parlement européen dans de très larges mesures. Beaucoup de défis qui se posent à l'Europe dans cette aide au développement mondial. Francisco Assis, est-ce que l'Union européenne a la capacité de remplacer les États-Unis dans cette aide humanitaire? Je pense que ce sera difficile de remplacer totalement au plan immédiat, naturellement. Mais je crois que nous devons faire un grand effort pour remplacer le rôle des États-Unis. Nous avons des responsabilités spéciales devant le monde parce que nous sommes plus riches que les autres régions du monde, et ça compte naturellement. Nous sommes des anciennes potences coloniales. Nous avons des responsabilités, à mon avis, spéciales. Je suis portugais. Le Portugal, c'est aussi une ancienne potence coloniale. Et nous avons des responsabilités spéciales envers ces peuples, en ce qui concerne l'Afrique, etc. Et nous avons un discours humaniste, universaliste. Nous avons l'obligation d'avoir une pratique au niveau de notre discours. Et je crois que c'est important du point de vue strict de l'aide au développement, mais c'est aussi important en ce qui concerne l'image
de ce qu'on peut appeler la culture occidentale au monde entier. Le soft power, vous dites d'un certain point de vue, le soft power, notre image, notre capacité à entrer en résonance avec le monde. Alors, Julien Sanchez, vous dites que vous êtes contre la hausse de nos budgets développement pour pallier à l'absence américaine, et en même temps, c'est assez paradoxal, j'ai envie de vous dire, au Rassemblement national, vous dites il faut lutter contre l'immigration, il faut que personne n'entre sur le sol européen et le prenne pour un Eldorado. Ah ben alors comment on fixe les gens si on ne les aide pas au développement dans leur pays? Non mais madame, je crois que là vous êtes en train de désinformer, c'est-à-dire que nous aidons déjà. Et comme ça a été rappelé par mes collègues, l'Union européenne est un des principaux participants et partie prenante de l'aide au développement. Donc on ne peut pas dire que l'Union européenne ne... Mais la France, par exemple, est en train de beaucoup se retirer. Je ne suis pas ministre français et je ne soutiens pas Emmanuel Macron. Je crois que ce qu'il faut défendre, c'est, encore une fois, moi je suis en commission contrôle budgétaire, c'est analyser chaque dépense, mettre sur les bonnes dépenses et enlever sur les gaspillages qu'il peut y avoir. Et je crois que c'est important d'avoir un regard critique sur les dépenses parce qu'il y a de la bonne aide au co-développement et qu'il faut accentuer, et il y a de la mauvaise aide qu'il faut supprimer. Laquelle ? Alors, laquelle je vous renvoie à ce rapport. Parce que, par exemple, Donald Trump, il dit... De la Cour européenne des comptes sur le fonds fiduciaire pour l'Afrique, c'était 5 milliards qui ont été dépensés, et ça fait état d'un certain nombre de gaspillages qui ont eu lieu. Donc moi, je suis d'accord pour mettre davantage sur ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez parlé du sida, vous avez parlé vraiment d'enjeux qui sont essentiels, qui sont majeurs. En revanche, sur les gaspillages qui ont été dénoncés par la Cour européenne des comptes, là, il faut les regarder, il faut les supprimer de manière urgente. Charles Goerens, vous diriez aussi qu'il y a du gaspillage dans l'aide européenne au développement? Non, mais regardez toutes les évaluations. J'ai lu aussi ce rapport. C'est très caricatural. D'ailleurs, ce rapport, lorsqu'il parle sur le European Fund for Sustainable Development, il n'y a pas de faute de pertinence. C'était un laboratoire pour tester une nouvelle approche. Donc il y a forcément des fautes, il y a forcément une petite portion de gaspillage. On apprend des évaluations pour mieux faire après. Mais normalement, l'évaluation de l'aide publique au développement de l'Union européenne, telle que confirmée aussi par l'OCDE, qui est vraiment la mère de toutes les évaluations, est très élogieuse à notre égard. On teste de nouvelles formules, on apprend des fautes légères ou absolument surmontables par le passé, on apprend en marchant. Et l'Union européenne reste loin le premier bailleur de fonds. Monsieur Sanchez a mentionné le sida. Dans l'aide au développement américaine maintenant qu'il reste, dans les programmes où ils sont d'ailleurs présents en co-présentation avec d'autres ONG, ils ne veulent plus entendre parler ni de sida, ni de climat, ni de femmes. Est-ce que ça, c'est légitime, par exemple? Je vais vous dire ce qui va se passer. S'il n'y a pas assez d'argent pour le fonds de lutte contre le sida, la malaria, la tuberculose, il y a des millions, des dizaines de millions de gens qui vont crever dans l'indifférence générale. C'est ça le problème aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas accès aux antirétroviraux, donc la trithérapie, ceux-là vont mourir. Alors, s'il manque de moyens, ces gens ils vont disparaître. Donc, et là, vous êtes d'accord, Monsieur Sanchez? Bien sûr, non, mais là, il a tout à fait raison. Sur ce sujet-là, on ne peut être que d'accord. Donc, l'Europe doit redéfinir les priorités ensemble avec les autres. C'est l'Europe qui doit prendre la tête, la gouvernance mondiale dans ce domaine. Mais nous disons à budget constant et nous demandons de redéployer des fonds qui ne nous semblent pas pertinents. Et je vous donne deux exemples très rapidement. Il y a dans certains pays des politiques qui sont menées, des programmes d'ONG pour exporter des schémas sur le genre, sur l'intersectionnalité, pour essayer d'influencer et d'influer les populations là-bas sur leur manière de voir ces sujets-là. Ah oui, donc vous êtes aussi sur les valeurs, comme M. Trump. C'est important pour vous J'estime qu'on n'a pas à éduquer ou à rééduquer des gens sur leur façon de vivre. Ils ont leur mode de vie, leur façon de vivre. Ça n'est pas à nous d'aller leur apprendre comment eh bien, ils doivent vivre, comment ils doivent se comporter sur le genre, l'intersectionnalité. Ça, ce sont des dépenses pour nous. Donc vous coupez les ONG LGBT, c'est ça? Mais ce n'est pas forcément que le LGBT, c'est les ONG en général qui veulent rééduquer les gens. Nous sommes pour l'éducation des enfants, nous sommes pour aider l'éducation des enfants, on le fait, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Tchad. Et je rappelle que des députés de mon groupe, comme M. Mariani, étaient en République démocratique du Congo il y a un mois, Marine Le Pen au Tchad il y a 2 semaines.
Francisco Assis, on sent quand même qu'il y a une bataille politique autour de cette aide au développement avec l'administration Trump qui dit eh bien, la partie restante de l'aide américaine au développement, elle doit répondre à l'idéologie MAGA, Make America Great Again, et aux valeurs de la droite ultra-conservatrice américaine. Nous avons une position très différente. Nous considérons que nous avons la responsabilité, même l'obligation, d'aider tous ces gens qui luttent pour les valeurs de l'humanisme en Afrique, en Asie, à tous les pays du monde. Nous n'avons pas naturellement la possibilité de changer de régime, ce n'est pas notre responsabilité, il n'est pas possible. Les peuples, ils ont une certaine défiance devant les missionnaires armés, naturellement, ils non armés probablement, mais la vérité c'est que nous devons aider ces gens qui sont au terrain en Afrique particulièrement et qui luttent en conditions vraiment défavorables pour l'affirmation de certaines valeurs qui sont les valeurs constitutives du projet européen. Là-dessus, on a entendu que vous n'étiez pas d'accord avec M. Sanchez. Faire des économies sur l'aide au développement, est-ce que finalement, ça ne risque pas aussi de diminuer notre influence dans certaines régions du monde? On pense à la Chine, à la Russie, qui sont très présents en Afrique précisément, qui pourraient profiter, et nous pas, du retrait américain. Mais un des seuls domaines dans lesquels nous avons une autorité certaine, c'est dans le domaine du développement. C'est dans le domaine de la coopération au développement. Le reste du monde attend que l'Europe fasse des choses. Et pour revenir sur le problème LGBT, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand notre Assemblée se rend en Ouganda, il y a des parlementaires homosexuels qui ne veulent pas s'y rendre parce qu'ils ont peur d'être écrasés par la loi, ils ont peur d'aller en tôle. Partager des valeurs de tolérance, partager une vue et une stratégie pour lutter contre les discriminations, c'est quand même une valeur que nous devons partager. Et ce n'est pas une valeur européenne, c'est une valeur telle qu'inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Julien Sanchez, un mot sur quand même l'évolution budgétaire en Europe de ces aides au développement dans chaque pays, notamment en France, avec une coupe drastique pour l'année 2025 de moins 32%, qui a été votée par le Parlement en France. Je ne crois pas que le RN se soit opposé à cette coupe drastique. Est-ce que la conséquence, finalement, ça ne va pas être de perdre notre influence stratégique, notamment en Afrique, avec des coupes budgétaires de ce type? Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord le fait que nous sommes pour le co-développement, mais contre l'immigration. Et là, le problème, c'est qu'on a les deux. On fait à la fois le co-développement et à la fois on accueille une immigration. On ne peut pas faire les deux. Nous, on est pour aider le co-développement, faire en sorte de développer ces pays et de faire en sorte, notamment qu'au niveau alimentaire, on puisse aider les gens à s'alimenter, à recréer une agriculture, à faire en sorte d'aider les gens là-bas à se développer. Et là, c'est l'inverse qu'on est en train de faire, en fait. On est en train, encore une fois, de faire venir des gens ici. Nous estimons que ça n'est pas la solution. Et pour le budget... Les budgets de l'aide au développement sont en train de baisser, notamment en France. Oui, mais je vous le rappelle, le Rassemblement national n'est pas au pouvoir en France. Ce que ferait le Rassemblement national, ce n'est pas une baisse des sujets de co-développement. Comme je vous le disais, c'est une réorientation vers des priorités qu'on estime de bon sens, comme sur les maladies, par exemple, ou l'alimentation ou l'éducation. Et en revanche, stopper l'immigration qui coûte très cher au budget de la France en France. C'est ça que nous voyons. Mais vous voterez pour une augmentation du budget développement dans la prochaine plénière? Vous parlez de l'Union européenne? Oui. Non, je vous l'ai dit, nous voulons rester à budget constant et par contre redéployer, c'est-à-dire enlever les mauvaises dépenses ou celles qu'on estime mauvaises et les réorienter vers des bonnes dépenses comme la lutte contre les maladies. Monsieur Assis, pour terminer quand même sur l'Ukraine, c'est un point particulier, 70 milliards sur 3 ans en aide humanitaire à la reconstruction. Et parfois, l'Afrique a le sentiment qu'elle est moins une priorité en matière de développement. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on s'est beaucoup investi? L'Ukraine a été envahie, l'Ukraine résiste, l'Ukraine a une guerre, l'Ukraine a un grave problème humanitaire. Nous avons l'obligation. Seulement, il y a une petite référence. C'est vrai que ces droits humains sont des droits reconnus pour les Nations Unies, sont des droits universels et non seulement européens. Il faut dire le suivant, que c'est important. La première grande déclaration au monde de caractère universel des droits de l'homme a une origine. La France. C'est ce que vous voulez mettre en avant dans l'aide au développement. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.